À nouveau, franc succès pour l'organisation d'un webinaire avec beaucoup de participants, donc ce qui montre tout l'intérêt d'un dialogue permanent avec les acteurs de terrain et l'ARES. Donc, je vous remercie déjà d'emblée. Alors, la matière d'aujourd'hui est une matière peut-être plus ardue pour certains parce que moi, dans mon jeune temps, j'aimais bien les maths, donc je suis à l'aise pour en parler, mais pour beaucoup, ça restait quand même compliqué. Je déteste les maths, ça sert à quoi les maths? Je décroche complètement. Or, en fait, c'est une matière qui peut s'avérer non seulement être fondamentale pour la compréhension du monde qui nous entoure, mais aussi pratique dans la vie de tous les jours, parce qu'on est amené à considérer que les maths, elles font partie de la cuisine, du commerce, des finances, de la science, de la biologie, de la technologie, de tout. Et donc, dans nos vies de tous les jours, nous sommes confrontés à la dimension mathématique. Et donc, d'où l'importance de bien enseigner et d'user de la pédagogie adéquate pour pouvoir la faire comprendre à un maximum de gens. Et donc, elle présente de nombreux avantages pour comprendre le monde et pour comprendre aussi tout ce qui est pensée logique et qui favorise les facultés d'abstraction. Donc, je pense que c'est essentiel. Elles sont donc fondamentales au développement intellectuel des enfants, qui les aident à raisonner de manière soignée et de préparer à la pensée et à la critique. Et donc, elle permet aussi à la rigueur et la précision des élèves. Et bon, pour tous ces aspects, effectivement, les mathématiques fournissent des outils pour agir en tant que citoyen et développer effectivement aussi l'esprit critique et la compréhension du monde. Donc, on peut évidemment envisager de manière très stricte l'apprentissage, mais on peut aussi l'utiliser à travers le jeu, des projets particuliers, et donc de faire des liens avec les jeunes enfants, avec la vie quotidienne. Ça leur permet évidemment une meilleure appréhension et une meilleure adéquation par rapport au monde qui les entoure. Et donc, enseigner, ce n'est pas seulement instruire, c'est aussi éduquer, partager, écouter, innover sans cesse. Et à ce titre-là, puisqu'on est dans l'innovation et dans l'écoute permanente, sans plus tarder, je cède la parole aux professionnels, je m'éclipse et je vous écoute. Bonne journée à vous. Merci Laurent pour cette introduction. Voilà, écoutez, la cellule d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, RFIE, est ravi de vous accueillir. Là, vous êtes maintenant 90 invités, 90 participants. 170 se sont inscrits, donc ça risque encore de monter. Donc c'est pour ce référentiel des mathématiques. C'est déjà le 3e, le temps file. Le premier était sur le français et les langues anciennes. Le 2e sur l'éducation physique et la santé. Et donc voilà, nous voilà déjà au 3e. L'idée de la cellule d'appui, c'est jouer entre autres un rôle d'interface avec les différents acteurs qui ont un lien direct ou indirect avec cette réforme de la formation initiale des enseignants. Et donc ici, on joue pleinement notre rôle d'interface avec l'enseignement obligatoire, le tronc commun, le pacte pour un enseignement d'excellence et ces référentiels qui sont la pierre angulaire de ce pacte et de ce tronc commun. Donc, par rapport à l'objectif de la rencontre, de cette présentation de webinaire, on tient à chaque fois à rappeler que l'objectif ici n'est pas de proposer des changements. On n'en est plus dans cet état du cycle d'élaboration du référentiel. La prochaine étape, c'est maintenant qu'il passe au Parlement et qu'il soit débattu au Parlement. Et donc, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il sera encore possible d'y apporter des changements, mais pas dans le propos de cette matinée. Par contre, l'objectif est bien de vous informer, de présenter le référentiel le plus précisément possible et de vous donner l'occasion de poser des questions. Et merci si vous avez déjà eu l'occasion de les envoyer précédemment. Et donc, on les a déjà traitées. Et n'hésitez pas à poser ces questions pendant la présentation de nos intervenants. Le programme de la matinée se compose en 2 parties. Une première partie dédiée à une présentation de la structure du référentiel, du lien, des différences, des similitudes avec les socles de compétences et donc aussi une présentation du tableau, ce qui est appelé le tableau synoptique, donc le déroulé de la première primaire jusqu'à la 3e secondaire des contenus mathématiques, sur le quoi évidemment. Et donc, pour présenter, la deuxième partie, est dédiée aux questions-réponses. Et donc, les intervenants en profiteront pour
répondre aux questions qui ont déjà été posées avant le début de ce webinaire et pour gérer et coordonner les questions qui arriveront au fur et à mesure durant la présentation. Pour cette présentation, mais nous avons la chance d'avoir 3 intervenants et nous remercions vivement pour le temps qu'ils ont consacré à préparer cette présentation et pour la coordination des questions qui est un travail de haut vol. Et donc, bravo d'avance pour la façon dont vous en sortirez. Et donc, les 3 intervenants sont d'une part Colette Genot, qui est l'inspectrice de mathématiques et présidente du premier groupe à tâches et coordinatrice du second groupe à tâches du référentiel de mathématiques. Elle sera la personne qui présente la première partie. Et pour l'aider dans la deuxième partie, donc pour l'aider à répondre aux questions, il y aura entre autres 2 intervenants, plus Marc Romainville, évidemment, que nous voyons, et donc qui est en charge du pilotage des travaux du pacte relatif au tronc commun, qui interviendra sur les aspects plus transversaux, par contre sur les aspects plus techniques, de contenu liés vraiment au cœur du référentiel de mathématiques, compléteront les interventions de Colette Genot, Éric Huilliquet, qui est chargé de mission à la cellule pédagogique de l'administration générale de l'enseignement et directeur d'école, ainsi qu'Isabelle de Monti, maître de conférences et co-titulaire du cours Enseignement et apprentissage des mathématiques dans l'enseignement primaire et au premier degré de l'enseignement secondaire à l'Université de Liège. Voilà, mais écoutez, nous vous remercions encore pour ce temps consacré et maintenant je laisse la place à Colette pour la présentation de cette première partie. Voilà, bonjour à tous, enfin plutôt à toutes et à tous. Donc c'est donc à moi que revient la présentation de ce webinaire. Je vais donc commencer simplement par vous présenter les groupes, puisqu'on vient de vous dire qu'il y en avait eu 2, les groupes qui ont participé à la rédaction de ce référentiel. Au départ, il y avait un premier groupe qui a démarré donc en janvier 2018. 14 personnes participaient, 3 inspecteurs, 3 experts, 8 représentants des réseaux, à raison d'1 réunion par semaine. Donc, le travail de ce premier groupe s'est terminé en juin 2019 et là, tout n'était pas complet, tout n'était pas comme il était attendu par la commission des référentiels qui nous a demandé de revoir une partie de ce premier projet, surtout au niveau de l'élagage de certains contenus. Donc, pour cela, un deuxième groupe a été créé, c'est le groupe à tâches qui, lui, a commencé à travailler en septembre 2019, a terminé son travail en janvier 2020. Ici, on a dû travailler de manière beaucoup plus intensive, 2 à 3 réunions par semaine, plus toutes les préparations et les relectures à domicile. Donc, ce référentiel est donc le fruit d'un travail collectif. Il émane de consensus entre les différents réseaux et l'inspection. Et comme on est dans tronc commun, il a fallu évidemment articuler les contenus relatifs au primaire et au secondaire. Alors, je veux profiter ici pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à obtenir le document que vous avez pu consulter avant cette rencontre. Personnellement, je dois quand même aussi ajouter que moi, en fait, au départ, j'étais membre du premier groupe de travail avant de devenir présidente ad intérim de ce groupe. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été coordinatrice du deuxième groupe. Vous vous rendez bien compte que ce travail était complexe et de longue haleine. Alors, un petit rappel, c'est que le référentiel de mathématiques a été intégré dans le domaine 3. Ce domaine 3, il comprend aussi le référentiel de sciences et le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, dont vous verrez les présentations dans les semaines à venir. Alors, avant d'entamer vraiment le vif du sujet, il me semble important de rappeler qu'un référentiel n'est pas un programme. Donc, un référentiel précise le quoi et le quand enseigner. Il est bien en interréseau, tandis que le programme va, lui, développer le comment. Et chaque réseau va donc pouvoir rédiger son propre programme. Les 2 aspects sont évidemment complémentaires, quoi, quand et comment. Alors,
La rédaction du référentiel, en fait, devait respecter la charte des référentiels dont on vous a parlé lors du webinaire du 29 janvier. Je vais quand même vous rappeler les grandes lignes qui nous ont permis, avec le groupe, de rédiger ce document. La première, c'était bien de rédiger le quoi enseigner au travers du tronc commun, année par année. On devait aussi rédiger des attendus, donc, qui correspondait à ce que nul ne peut ignorer à 15 ans. Il a donc fallu faire des choix en se disant qu'est-ce qui va vraiment être nécessaire à 15 ans et qu'est-ce qui, par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, peut être supprimé. Les qualités demandées étaient la modestie, le réalisme, la centration sur les essentiels, la précision et le souci de progression. Vous allez voir que le groupe a travaillé vraiment la continuité et l'enseignement en spirale. Tout au long de ce référentiel, ça a été le leitmotiv pour la rédaction de ce travail. Donc, on vous a parlé tout à l'heure des tableaux synoptiques. Dès le départ, en fait, les groupes ont voulu travailler dans ces tableaux qui traversaient les 9 années, simplement pour bien s'assurer de la continuité et de cet enseignement en spirale. C'est vraiment ce qui nous a suivis tout au long du travail. Alors, je vais vous présenter le référentiel sur 6 points différents. Les premiers, c'est l'introduction, c'est les visées des mathématiques au sein du tronc commun. Vous allez voir qu'on a gardé 4 champs, que ces champs ont été décomposés en blocs. Je vais vous expliquer ceci un peu plus loin. On va évidemment alors analyser chacun de ces champs, suivant leur structure et leur introduction. Puis on va entrer dans quelques contenus. Ces contenus, comme je viens de vous le dire avant, sont bien là année par année. Ils sont répartis par champ. Et pour chaque champ, il y aura des introductions de l'année et des introductions des blocs. Très brièvement, je vous rappellerai les visées transversales et les croisements avec les autres disciplines. Et puis, j'aborderai aussi le principe des tableaux synoptiques parce que je pense que c'est probablement par ces tableaux synoptiques que c'est le plus facile d'entrer dans ce référentiel. Alors, je commence donc par le premier point qui sont les visées des mathématiques au sein du tronc commun. Les mathématiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça représente des choses que les élèves aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas, on peut ici regrouper toute une série de mots qui sont plutôt des mots-clés et que vous pourrez retrouver si vous allez consulter l'introduction, c'est-à-dire les visées des mathématiques qui se trouvent au tout début du référentiel. Tous ces mots vont apparaître dans les différents paragraphes de ce texte. Alors, ici, moi, on a repris avec mes collègues quelques mots pour bien essayer de structurer ça pour ne pas vous relire l'entièreté de cette introduction. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les visées des mathématiques au sein du tronc commun précisent que la centration des essentiels sur les concepts et les procédures ne doit pas occulter le sens et la logique. Le raisonnement, l'esprit critique, la créativité sont bien au cœur de cette formation mathématique. On va donc, ça je vous l'ai déjà dit précédemment, travailler de manière spiralaire avec comme but de résoudre des problèmes, de modéliser des situations, d'abstraire progressivement, de verbaliser des démarches, de justifier des réponses avec un vocabulaire qui va être de plus en plus précis. Je vous encourage donc, pour ne pas m'attarder trop longtemps sur cette introduction, à aller relire vous-même cette introduction qui se trouve au départ du référentiel. Alors, on va entrer déjà dans une des premières réflexions que nous avons eues au tout début du travail. La réflexion était de dire, on nous a demandé de commencer en s'inspirant quand même des socles précédents. Et dans les socles précédents, vous le savez, il y avait donc 4 domaines. On a souhaité garder ces 4 domaines, mais pour justement montrer un peu plus la continuité, le cheminement des apprentissages, on a transformé en fait ces intitulés pour que l'on voit bien d'où on part et où on va.
Donc, j'ai repris ici les 4 titres. Les solides et figures sont devenus des objets de l'espace à la géométrie. Les grandeurs, des grandeurs à la relation entre variables. Les nombres, de l'arithmétique à l'algèbre. Le traitement de données, de l'organisation des données à la statistique. Alors, chacun de ces champs, dans chacun de ces champs, les attendus ont été rédigés de manière progressive tout au long des années, afin de parvenir, au terme de la 3e secondaire, à la maîtrise des concepts fondamentaux. Bien que présentés séparément, les champs montrent de multiples liens entre eux. Si vous allez voir les tableaux synoptiques, dans les tableaux synoptiques, on a à certains endroits indiqué qu'il fallait faire le lien avec tel ou tel champ qui n'est pas celui qui était dans le tableau synoptique. Alors, ces introductions des champs, donc, comme je viens de le dire, on va vous donner en fait les idées clés pour chacune des introductions des champs, les idées clés du champ, la progression que vous verrez apparaître et la continuité, puisque c'est vraiment les idées qui nous étaient incombées dès le départ. Je vais donc passer en revue ces différents champs et essayer de vous expliquer un peu comment ils ont été construits. Donc, dans le champ 1, vous voyez que dans la structure, il y a 3 blocs. Les blocs ont été évidemment choisis par le groupe complet, tant au primaire que le secondaire, et on a bien essayé de trouver une continuité. Il faut quand même que je vous dise que pour certains blocs, il n'y a pas d'attendu, soit au primaire, soit au secondaire, soit au début des années du primaire, soit à la fin des années du secondaire, parce qu'on a estimé parfois qu'il était trop tôt de les introduire ou que, à partir du moment où les outils avaient été installés, on pouvait les réutiliser, mais qu'on ne rédigeait pas des nouveaux attendus pour que ce soit des attendus pour eux-mêmes. Ils sont réinvestis ailleurs. Alors, ce champ 1, des objets de l'espace à la géométrie. Donc, on voit qu'il a 3 parties. La première, c'est tout ce qui concerne les positionnements et les déplacements, c'est-à-dire le repérage. La deuxième, c'est les objets de l'espace, les solides et les figures. Et la troisième, c'est plus dégager des régularités et des propriétés géométriques pour construire, calculer, justifier et ainsi de suite. Alors, si on parcourt le champ 1, on s'aperçoit évidemment qu'il y a ces 3 thèmes dont je viens vous parler, mais aussi qu'il y a des idées qui sont des idées principales du champ. Et là, on a le langage géométrique qui va lui apparaître évidemment. On a les prémices de la justification de l'argumentation, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Et tout au long, quel que soit le champ, nous avons comme visée aussi la résolution de problèmes. Donner du sens aux maths, c'est quand même très important. Dans ce champ, qu'est-ce que l'on trouve? Dans le repérage, on se rend compte qu'on démarre avec les bandes orientées, chez les tout petits. De la bande orientée, on va découvrir les quadrillages, puis pour arriver plus tard au repère cartésien. Ici, par exemple, la partie repérage va s'arrêter en première secondaire. En deuxième secondaire, la notion de repère, elle va être utilisée dans les autres champs. Les objets géométriques, eux, sont d'abord approchés dans l'espace 3D, avant d'être étudiés en 2D. Et au fur et à mesure, on va introduire toute une série d'instruments de géométrie. Le rapporteur, le compas, la latte qui était déjà lui au départ, et ainsi de suite. L'étude des mouvements est envisagée dès le début de l'école primaire, en vue d'asseoir des bases permettant de comprendre les isométries. Dans la même logique, les agrandissements du primaire feront place à un moment donné aux figures semblables. En ce qui concerne les outils, au départ, ce seront des outils de tracé qui vont permettre d'approcher toutes les propriétés des figures. Par la suite, ces outils vont devenir les lieux géométriques. Lorsque l'on va arriver en 3e année,
on va avoir l'introduction des théorèmes de Pythagore de Thalès. Des méthodes plus abstraites seront développées en vue de calculer des distances inaccessibles, d'étudier de manière plus rigoureuse les notions de parallélisme et de perpendicularité. Donc, vous voyez que cette continuité au sein de chaque bloc a vraiment été pensée de la première primaire vers la troisième secondaire. Nous pouvons dès maintenant passer au champ numéro 2. Dans le champ numéro 2, il a été structuré, lui, en 5 blocs. Au départ, on travaille sur la conception des grandeurs et puis on va agir sur les grandeurs. Ces deux premières parties ne concernent que le primaire. L'ensemble du vocabulaire et des concepts mis en place au fondamental vont permettre par la suite à l'élève de communiquer ses démarches de façon claire et précise. Les 3 autres parties de ce champ sont le travail sur les périmètres et les volumes, le travail sur les fractions grandeur, et puis on va devoir mettre en relation toutes ces grandeurs qui auront été étudiées. Dans le champ 2, on a donc les notions de grandeur, les fractions, les périmètres et les volumes, la proportionnalité. D'autres idées principales sont là aussi, c'est l'estimation au niveau des grandeurs et la résolution de problèmes qui, elle, va intervenir dans tous les champs de toute façon. On peut maintenant commencer à regarder les progressions au sein de ce champ numéro 2. Les grandeurs, elles, sont d'abord travaillées à l'aide des étalons non conventionnels. Ficelle, un pied, et ainsi de suite. Puis conventionnels, 1 mètre, 1 kilogramme et d'autres étalons conventionnels. Tout cela va évidemment déboucher sur le système de mesure. De nouveau ici, une progression qui apparaît. Ces grandeurs sont également fractionnées, ce qui permet aux élèves de découvrir la fraction partage qui par la suite va devenir les pourcentages. Les concepts de périmètre et aire sont d'abord installés avant d'être exploités à l'aide des formules. Je peux vous renvoyer évidemment au référentiel qui, lui, va bien plus détailler ce que je suis en train d'essayer de vous résumer ici. Enfin, la dernière partie, celle qui est probablement peut-être la plus longue, elle est envisagée à l'aide de... On va envisager la proportionnalité. La proportionnalité d'abord au départ de représentations variées. C'est quoi être proportionnel? C'est dans ce contexte que les élèves approchent un autre sens de la fraction, considéré cette fois comme un rapport. Ils découvrent ensuite la notion de variable, qui va leur permettre d'exploiter des fonctions, et des fonctions principalement le modèle linéaire. Les autres modèles viendront par la suite. Ici, tout ce travail de mesurage va évidemment donner du sens au nombre. Et là, le lien avec le champ suivant, qui sera le champ numéro 3, qui va parler des nombres et des lettres. Ici, vous vous rendez bien compte qu'on va démarrer avec des nombres naturels, puis on va passer aux nombres décimaux, puis aux fractions, puis au calcul algébrique. Donc, le lien entre ce champ 2 et le champ 3 qui vient après est ici vraiment très important. Passons maintenant au champ 3. Dans le champ 3, de l'arithmétique à l'algèbre, 2 parties. La première, dans laquelle on va appréhender le nom, puis la lettre. La lettre venant qu'au niveau de l'enseignement secondaire. On va opérer sur des nombres et puis fatalement sur des expressions algébriques. Dans ce champ, ces apprentissages s'articulent aussi autour de la résolution de problèmes. Et apparaît un nouvel outil qui est l'utilisation de la calculatrice. Cette calculatrice va apparaître assez rapidement, simplement pas pour calculer, mais pour plutôt vérifier ses calculs.
Alors, ce champ montre aussi ici une certaine continuité. On va commencer par découvrir les nombres en dénombrant des collections et des grandeurs. Les naturels vont devenir de plus en plus grands. On passe chaque année avec des nombres qui sont plus grands. Les décimaux seront limités au millième, simplement pour ne pas que l'on ait des nombres trop grands, et les 10 millièmes, les 100 millièmes, c'est quand même moins souvent utilisé. Les fractions vont aussi faire leur apparition, puis les entiers, puis les racines carrées. Donc, on est dans toute une découverte, finalement, de nouveaux nombres. Alors, après ceci, quand tous les nombres auront été découverts, ça veut dire quand je dis après, c'est aussi pendant, l'élève va, lui, pouvoir travailler les notions d'inconnu et de variable. Parallèlement à ça, on va travailler sur les opérations des nombres. Ces opérations, on va donner du sens à tout ça. Et le sens le plus important au départ, c'est le sens de l'égalité. Quand peut-on mettre ce signe égal? Que représente-t-il? Ce signe égal, il va apparaître tout au long des différents types de calculs que l'on va voir. Le calcul mental, le calcul écrit. On va aussi en arriver à faire toute une série de démarches de calcul. Et aussi, à force de travailler sur ces nombres, les élèves vont finir par avoir des automatismes. Ces automatismes vont arriver de manière progressive. L'étape de multiplication, l'étape d'addition, les automatismes liés aux unités décimales, les équivalences entre les fractions et les décimaux, tous ces automatismes apparaissent au fur et à mesure des années. Le calcul algébrique et les équations, eux, vont être travaillés dans l'enseignement secondaire. Voyez ici qu'on est de nouveau dans l'idée de progression, de continuité et d'enseignement en spirale. Le quatrième champ est le champ qui est de l'organisation des données à la statistique. Dans ce champ-ci, un seul bloc. Ce bloc va permettre de passer de la collecte, de l'organisation des données à la représentation des données et puis à leur interprétation. Un seul bloc, mais ce bloc est important aussi parce qu'il va concerner des thématiques citoyennes. Ces thématiques citoyennes vont faire réfléchir les élèves, amener plus d'esprit critique et pouvoir répondre à des questions et des sujets qui sont, eux, très variés. Alors, la continuité apparaît ici aussi. Donc, l'organisation au départ, on va organiser des objets d'une certaine manière. Puis, quand on les aura organisés, on va devoir les présenter. Et là vont arriver les diagrammes, les arbres, etc. Et pour par la suite arriver, lorsqu'on est à la fin de l'enseignement du tronc commun, à des concepts spécifiques. Et ces concepts sont les paramètres, certains paramètres de position. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces champs de manière assez résumée. Donc, je suppose que votre intérêt pour les mathématiques, puisque vous êtes présent aujourd'hui, est important. Donc, je vous renvoie à toutes ces introductions qui sont des introductions qui recèlent toute une série de renseignements, en fait, qui peuvent vous permettre de comprendre la manière dont ce référentiel a été construit. On va donc passer maintenant, on va regarder les années, année par année. Et quand on prend les années au niveau de ce référentiel, on se rend compte que chaque année commence par une introduction. Alors là, le groupe a eu beaucoup de difficultés à essayer de rédiger des introductions
et donc a choisi au départ de mettre un premier paragraphe qui va être un paragraphe commun. Le premier paragraphe, je vous ai mis ici un exemple de P2. Donc, ce premier paragraphe commun, il parle évidemment de la continuité. Il parle des savoir-faire savoir-faire et compétences qui seront réactivés d'année en année et approfondis, puisque le but, c'est quand même d'aller vers la progression. Le référentiel, donc, il adopte bien une approche spiralaire, même si toutes les années vont comporter leur lot de nouveautés. Et on essaye au maximum de donner du sens aux apprentissages. Les maths, pour les maths, ce n'est pas ça qui est important, bien donner du sens. Alors, un exemple, le deuxième paragraphe, en fait, il va parler des nouveautés de l'année. Donc, si vous allez chercher tous ces paragraphes-là, je vais le prendre par la suite pour vous montrer ce que ça peut donner. Ici, on vous met un premier exemple qui est un exemple complet sur la deuxième année. Donc, la deuxième année primaire, on va retrouver des nouveautés qui ne sont, ce n'est pas exhaustif. Hein. Ce qui a été pris ici, c'est ce qui est assemblé au groupe comme étant les principales nouveautés. Donc, qu'est-ce qui apparaît en deuxième année? Le tracé à main levée de première année va laisser la place au tracé à la latte. Les longueurs, les masses, les capacités et les durées vont augmenter et ils vont se vivre dans des situations de plus en plus concrètes. La représentation des fractions va ici être initiée dès la deuxième primaire. Les nombres naturels vont aller jusque 100. Les tables de multiplication, on commence tout doucement. Les tables de multiplication par 2, par 5, par 10. Les autres tables de multiplication seront vues en troisième et en quatrième année. Diverses représentations de données vont commencer à être analysées. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure lorsque l'on sera dans le tableau synoptique. Alors, nous avons voulu, pour préparer ce référentiel, ce webinaire d'aujourd'hui, on a voulu en fait faire des tableaux qui vous permettent de voir finalement quelles sont les nouveautés année par année pour chacun des champs. Vous aurez accès évidemment à ce PowerPoint et vous pourrez vous en imprégner de manière plus importante. Moi ici, je vais simplement passer en revue quelques étapes pour ne pas passer trop de temps sur ces tableaux. Alors, si vous regardez par exemple dans le premier champ, des tableaux de l'espace, des objets de l'espace à la géométrie, on s'aperçoit que en première année, en fait, on va faire des positionnements et des déplacements. Il faut quand même signaler que ça avait déjà été vu en maternelle et ici, donc, on va les faire évoluer. Donc, c'est la première évolution finalement de ces positionnements, de ces déplacements. On va commencer aussi à comparer, regarder des solides et des figures, leur donner un nom. Et même si on est déjà aussi dans la continuité de l'enseignement maternel, parce que là, on a quand même eu un lien avec le référentiel de la formation initiale, ici, donc, on essaye d'aller plus loin. Le tracé à main levée, j'en ai parlé tout à l'heure. À partir de la troisième, on commence à classer les triangles. Et les quadrilatères, les solides, le classement va s'affiner. Il s'affinera encore l'année suivante. Mais c'est ici qu'il commence à s'affiner. En quatrième, on va voir tout ce qui est segments remarquables. Les hauteurs, les diagonales, les médianes, les axes de symétrie, tout ça vont être découverts cette année-là. En cinquième, on a le compas. La sixième, vous verrez dans les différents tableaux qu'il y a peu de nouveautés en sixième. Le groupe a voulu que cette année-là soit par excellence la synthétisation de tout ce qui avait été appris précédemment. Il y aura quand même quelques nouveautés, mais c'est principalement de la synthèse. En secondaire, on arrive le quadrillage qui était vu au primaire, dont je ne vous ai pas encore parlé au-dessus parce qu'il n'a pas été considéré comme une principale nouveauté. Ce quadrillage évolue pour devenir le repère orthonormé. Et apparaît un nouvel outil, le rapporteur. Là aussi, de nouvelles notions, la médiatrice, la bisectrice.
En deuxième année, on voit les vues coordonnées et la perspective cavalière qui va compléter les notions de solide qui auront été vues précédemment au niveau de l'enseignement primaire. Les concepts de distance, de lieu géométrique vont être développés. On a de plus en plus de justifications. Vous verrez que les justifications, en fait, commencent dès le primaire, où on demande à l'élève d'expliquer ses choix. Et puis, plus on avance, plus les justifications vont se multiplier. En troisième année, dans ce champ, on a l'égalité triangulaire, les théorèmes de Pythagore et de Thalès qui vont être étudiés. Donc, vous avez ici un tableau qui montre donc les principales nouveautés. Je dis bien les principales, il y en a d'autres, mais il a fallu faire un choix pour ne pas que ces introductions soient effectivement trop longues. Donc, le choix a été réalisé par l'ensemble des membres du groupe. On peut évidemment faire le même travail pour le champ 2, où là, je vais peut-être encore faire celui-ci, puis au niveau du troisième et du quatrième, je vais essayer d'être un peu plus courte. Donc ici, en fait, on voit la comparaison, le mesurage de longueur, puis on passe aux longueurs, masse, capacité, durée. La représentation de la fraction, elle commence dès la deuxième primaire. Puis on va travailler sur ces grandeurs fractionnées qui vont être de plus en plus manipulées, représentées. On va même donner du sens à l'addition et la simplification de certaines de ces fractions. L'unité va être fractionnée en dixième à partir de la quatrième année. Les volumes apparaissent en cinquième, les pourcentages aussi, et la proportionnalité directe va être utilisée pour la notion d'échelle. De nouveau, en sixième année, les nouveautés sont peu représentatives. En secondaire, on va étudier principalement la relation de proportionnalité directe, d'abord en représentant des graphiques, en travaillant en deuxième année sur l'expression analytique, pour en arriver au niveau de la troisième année à la notion de fonction. Vous voyez que ces tableaux montrent bien, finalement, quand même aussi des progressions. Au niveau du champ 3, on approche des nombres de plus en plus grands. On approche de nouvelles opérations. D'abord, l'addition, soustraction, la multiplication, tout ça va devenir formalisé de plus en plus. Les décimaux qui ont été initiés au niveau de la quatrième vont être travaillés à partir de la cinquième primaire dans les 4 opérations. Et au moment où on passe en secondaire, on a les nombres entiers, les nombres rationnels, les puissances, la lettre qui fait son apparition. À partir de la deuxième, on va travailler sur les opérations des fractions. On va travailler de plus en plus sur les expressions algébriques et sur les équations. Et en quatrième, on va passer aux irrationnels et on poursuit les expressions algébriques, le travail des expressions algébriques avec la factorisation et les proportions. Donc ici aussi, une progression, une continuité, même dans les principales nouveautés. Au niveau du champ 4, là, vous allez voir que la progression est sur les objets que l'on analyse et aussi sur ce que l'on en fait de ces objets. Au départ, on va les compléter, puis les représenter, et ainsi de suite. La progression est là aussi, de manière... oui, on est dans une progression qui est relativement, je vais dire, lente, mais qui permet quand même d'aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de troisième, vers ce qui est attendu réellement, ce qui ne peut être ignoré par les élèves de 15 ans. Voilà, je ne vous détaille peut-être pas celui-ci, je vais vous renvoyer à toutes ces principales nouveautés que vous trouvez donc dans toutes ces introductions. Alors, on peut passer maintenant à l'introduction des blocs. Donc, je vous ai expliqué que les 4 champs étaient répartis en blocs. Et pour introduire ces blocs, on a voulu en fait de nouveau vous montrer la continuité en vous résumant finalement ce qu'il va être vu dans l'année en cours, mais aussi on a voulu vous donner ce qui était vu l'année avant et ce qui sera vu l'année après.
ce sont évidemment des résumés. Pour avoir l'entièreté de tous les attendus, il faut évidemment parcourir le référentiel. Alors, si je prends un exemple ici, l'exemple de P1, donc en première, on s'aperçoit que dans ces introductions des blocs, on a la première année fatalement qui est relativement développée, et puis on a le relien fait avec la troisième maternelle. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un tuilage avec le référentiel tronc commun et le référentiel des compétences initiales. Mais on renvoie aussi à ce que sera finalement la suite au niveau de la deuxième année. Je ne vais pas non plus vous les passer tous en revue, mais vous vous rendez bien compte que si je continue le travail et que je vous propose P3, en P3, vous avez un résumé de P2, P3 plutôt développé, et puis un résumé de P4. Si je continue à avancer, on a évidemment en P6 un résumé de P5, la P6, et puis la première secondaire, ou parfois on a même ce qui vient après dans le secondaire, que ce soit première ou deuxième. Puis si je continue le travail, je vais arriver au niveau de la deuxième secondaire. Là j'ai la première secondaire, la deuxième secondaire, la troisième secondaire. En fait, si vous mettez bout à bout toutes ces introductions de blocs, vous avez vraiment la continuité de la PA, même de la troisième maternelle finalement, à la troisième secondaire. Donc voilà. Là aussi, peut-être que je vais m'attarder sur le précédent qui fait un peu le lien finalement entre le primaire et le secondaire. Donc vous voyez que là, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure puisque ça apparaît aussi dans les nouveautés. On va aborder les nombres jusqu'au million et on va aussi aller ceux qui comportent une partie entière jusqu'au millième. En sixième primaire, on va ici avoir une nouveauté qui est les milliards qui vont apparaître. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sixième est vraiment, la particularité de la sixième, c'est la synthétisation de tout ce qui aura été fait avant. En secondaire, j'en ai déjà parlé, les entiers, la fraction nombre, qui est issue de la fraction partage. Et puis, dès la première primaire, on voit que la pensée algébrique est initiée au travers des formules de périmètre, terre et volume. Cette pensée algébrique sera poursuivie en deuxième et en troisième secondaire pour arriver au calcul algébrique. Donc voilà, donc ces introductions par bloc, ça a vraiment été un souhait du groupe de pouvoir avoir ce avant, pendant et après pour que l'instit ou le professeur puisse, sans devoir chercher trop, vraiment savoir sur quoi il pouvait se reposer et pourquoi il travaillait les éléments de l'année. Toutes ces introductions, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez tout ça dans le référentiel. On va pouvoir maintenant passer au contenu et aux attendus. Alors, c'était difficile évidemment de vraiment vous présenter beaucoup d'IA sur les contenus et vos attendus parce qu'il faudrait pouvoir les lire. Et ça, je vous renvoie vers le référentiel qui, lui, va évidemment vous permettre d'aller lire tous ces attendus, tous ces contenus. Alors, ce que je vais reprendre peut-être, c'est, je vais repartir de la charte des référentiels et vous dire pourquoi on a cette répartition. Alors, la charte des référentiels a imposé de lister les contenus d'apprentissage de la discipline année par année. Ces contenus devaient être présentés sous la forme de savoir, de savoir-faire et de compétences. Il faut quand même préciser que cette distinction savoir, savoir-faire, compétences ne doit pas constituer un séquençage didactique. On lit évidemment toutes ces trois catégories. Les attendus, eux, ils décrivent ce que l'élève doit être capable de faire pour démontrer sa maîtrise des apprentissages. Ils traduisent également pour les enseignants ce qui doit être travaillé au cours d'une année, de manière à ce que ce soit acquis par la majorité des élèves au terme de la dite année.
Donc ça, c'est ce que nous disait la charte des référentiels et c'est sur quoi on a dû travailler pour pouvoir établir tous ces savoirs, savoir-faire, compétences. Un exemple ici de S2. Alors, cet exemple a été choisi simplement parce qu'en fait, on voyait les savoirs, savoir-faire, les compétences dans la même dia. Donc, ici, vous voyez bien que les savoirs, c'est bien les périmètres, les aires et les volumes. Que les attendus au niveau du savoir, c'est bien énoncer des formules de volume, exprimer les volumes d'un solide. Les formules qui concernent les périmètres et les aires ont déjà été vues précédemment. Ici, on a l'introduction du volume. En savoir-faire, on doit évidemment construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes. Et là, en lien avec les attendus de savoir, nous avons le calcul du volume d'un cube, d'un parallélépipède, puis d'un solide un peu plus complexe qui devra, lui, être décomposé en plusieurs volumes connus. Au niveau des compétences, on va construire des démarches pour les calculer. Et on va maintenant passer en situation significative. Donc, on passe aux problèmes. Ces problèmes qui font intervenir des calculs de volume et de solides simples, ils vont être mis en situation contextualisée. Vous vous rendez bien compte que les savoirs, les savoir-faire et les compétences forment un tout et que donc, il n'est pas question de séquencer séparément tout cela. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples, mais je pense que là, vous en avez suffisamment dans le référentiel auquel vous pouvez vous référer. Maintenant, je vais passer à ce qui a vraiment été le fil conducteur de tout le travail du groupe, dès le départ. Et je vais quand même signaler que j'ai décidé de voir les tableaux synoptiques avant de vous présenter finalement les visées transversales et les croisements, parce qu'ils sont vraiment en train de résumer toute la présentation que j'ai faite jusque-là. Alors, dès le départ, les membres du groupe ont souhaité travailler dans ces tableaux synoptiques, de nouveau en lien avec la continuité et l'enseignement en spirale. Donc, si vous regardez en fait ces tableaux synoptiques, donc qui sont situés à la fin du référentiel, vous verrez que pour passer d'une colonne à l'autre, d'abord que l'on passe bien de la première primaire jusqu'à la troisième secondaire, et que pour aller d'une colonne à l'autre, la progression en fait peut s'effectuer de manière différente. Ici, j'ai une progression qui au départ, je vais vous agrandir quelques colonne dans la dia suivante. Ici, donc, vous avez au départ quelques supports qui vont se multiplier et en plus du fait que les supports, donc l'objet sur lequel porte l'attendu se multiplie, on va aussi en fait changer au niveau de la consigne, du verbe opérateur. Alors, ces tableaux-là, en fait, quand je vous parle d'enseignement en spirale, de continuité, il faut savoir qu'il ne faut pas vous contenter quand vous les lisez d'une seule ligne. Il faut prendre l'ensemble des lignes relatives au thème. Parce que la continuité n'est pas toujours sur la même ligne. Parfois, en fait, elle passe d'une ligne à l'autre dans le même thème. Parfois même, cette continuité, comme je vous en ai déjà soufflé quelques mots tout à l'heure, peut se faire dans un autre champ. Et ça, alors, à certains endroits, vous verrez que c'est indiqué que la continuité apparaît dans un autre champ. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette dia-ci, j'ai fait le zoom sur 3 années pour montrer un petit peu cette progression qui est là au sein de ce tableau synoptique. Alors, au départ, on travaillait en première primaire sur certains supports. En deuxième primaire, l'intitulé de l'attendu est le même, mais les supports vont varier. On va avoir des nouveaux supports qui vont apparaître. Et c'est comme ça, au fur et à mesure des années. L'intitulé reste le même
jusqu'en fin de P4. Mais les supports, eux, varient. À partir de P5, on ne va plus compléter le support. On va devoir le représenter. Et là, on a donc une autre évolution. Cette évolution porte bien sur l'action à réaliser. Dans cette représentation, on va évidemment utiliser tous les supports qui auront été vus précédemment. On continue à progresser pour en arriver finalement en deuxième secondaire à plus représenter avec un support que l'on a donné, mais à choisir finalement le support en fonction de la situation. Ici, on va travailler sur les listes, mais aussi on va travailler, en deuxième, on travaille toujours sur les variables quantitatives discrètes. La variable continue apparaîtra à partir de la troisième année. Donc là, c'est de nouveau l'objet qui varie. Mais ici, on va travailler sur la variable quantitative discrète. On va présenter des listes de données sous forme de tableaux, de diagrammes en bâtonnet, de diagrammes circulaires. Et en fait, l'élève finira par choisir le support qui lui paraît le plus adéquat. Donc voilà. Donc vous voyez ici, c'est un exemple du tableau synoptique. Tout qui, en tout cas dans mon entourage, a eu l'occasion de regarder le référentiel, trouve que ces tableaux synoptiques auxquels tout le groupe, les membres du groupe ont vraiment tenu, donc on s'est vraiment battu pour qu'ils apparaissent dans le référentiel, parce que c'est vraiment le support de tout le travail, et cette continuité auquel on tient tant apparaît réellement dans ces tableaux synoptiques. Voilà, au niveau de ce qui est mathématiques pures, je suis arrivée au bout de cette présentation. Et du coup, la question qu'on se posait, c'était finalement, à part cette continuité qui est là, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au référentiel précédent? Donc, par rapport au socle de compétences. Alors, je pense que vous avez bien compris que une plus-value principale, c'est la précision. J'ai repris ici un exemple, socle des compétences, ce que ça en était devenu au niveau du référentiel, pour que vous voyez vraiment cette différence. Alors, les socles de compétences étaient d'abord établis par cycle. Ici, on travaille par année. Et on peut bien dire qu'ils étaient quand même vagues, imprécis, flous. Les mots de vocabulaire sont là et on se rend bien compte qu'on mettait un peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi dans les différentes demandes, les différentes compétences de ces socles. Par exemple, on avait une compétence qui était tracer des figures simples. Ça s'arrêtait là. C'était les programmes qui ont développé cette compétence pour en faire toute une série de tracés de triangles, de tracés de quadrilatères et ainsi de suite. Au niveau du référentiel, on est beaucoup plus précis. Le référentiel qui cible avec précision les savoirs, les savoir-faire et les compétences et les attendus respectifs d'année par année, voilà ce que ça en est devenu. Je ne parle que de la partie savoir-faire, évidemment, ici. Donc, on a comme intitulé, vous voyez aussi que, je n'ai peut-être pas parlé de ça, c'est que les intitulés, en fait, traversent les 9 années. On a donc un intitulé dans le tableau synoptique qui dit « Tracer, construire des figures ». On a voulu garder cet intitulé tout au long de ces 9 années. En P4, on est beaucoup plus précis que tracer des figures simples. Tracer un rectangle, un carré, un triangle, excepté le triangle équilatéral, un parallélogramme, un losange, à la latte, sur papier tramé, avec et sans contrainte. En première secondaire, là aussi, on est beaucoup plus précis. Construire un triangle connaissant la mesure de deux côtés et l'amplitude d'un angle compris entre eux. Construire un losange connaissant la mesure du côté et l'amplitude d'un angle. Construire un parallélogramme connaissant la mesure de deux côtés et l'amplitude de l'angle compris entre eux. On a évidemment une précision qui est beaucoup plus importante. C'est ici, évidemment, tout ce référentiel va devoir être transposé au niveau des programmes. Les programmes qui seront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réalisés par chacun des réseaux. Ce référentiel
beaucoup plus précis, va permettre de faciliter le travail, je pense, de ces programmes. Voilà, donc en dehors de la continuité, je pense que la plus-value principale, c'est bien la précision. Voilà, ceci va donc terminer ma partie plutôt mathématique. Donc maintenant, j'ai encore deux points à traverser avec vous. Le premier, ce sont les visées transversales. Et ces visées, on vous en a déjà parlé en fait dans le webinaire du 29 janvier. Donc je ne vais pas reparler de tout l'aspect théorique. Je voulais simplement ici en fait vous remettre les 6 visées transversales que nous avons dû nous utiliser pour rédiger cette partie. Donc, se connaître et s'ouvrir aux autres, apprendre à apprendre, développer une pensée critique et complexe, développer la créativité. Donc, tous ces mots-là, vous les avez retrouvés dans l'introduction de départ. Découvrir le monde scolaire, les filières, les options, développer des projets personnels et professionnels. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez eu l'occasion au mois de janvier de découvrir tout cela avec le webinaire qui nous avait été proposé. Alors, je prends quand même un exemple. Donc, au niveau des maths, dans Apprendre à apprendre, il y avait un intitulé qui était « Prendre conscience des apprentissages, pertinence, raison des choix et communication ». On est allé alors rechercher des éléments essentiels du curriculum, donc des éléments essentiels que nous avons listé finalement quelques exemples d'attendus qui participaient à cet intitulé. Ces exemples, nous avons choisi, ils ne sont pas de manière exhaustive, on a choisi ceux-là, simplement en essayant de balayer au maximum toutes les années. Donc, si vous regardez ici, on a choisi verbaliser avec précision un itinéraire sur un plan. On est bien dans la communication. Et c'est un attendu que l'on retrouve dans le champ numéro 1, compétences, en P6, donc en 6e primaire. Ici, résoudre un problème mobilisant des propriétés relatives aux angles et aux isométries est justifié. De nouveau, dans la raison des choix et la communication. On est là dans le champ 1, compétences, en première et en 2e secondaire. On est aussi passé au champ 2 parce que non seulement on a voulu balayer les années, mais aussi les champs pour vous montrer qu'en fait, des visées transversales, on en retrouve finalement un peu partout. Surtout ici, pertinence, raison des choix et communication, ça balaye effectivement tout notre référentiel. Donc voilà, pour les autres visées transversales, pour plus de détails, je vous renvoie évidemment à ces pages du référentiel. Alors, dernière petite partie, le croisement entre les disciplines. Donc là, il nous était demandé, dans une perspective de décloisonnement des apprentissages, de repérer finalement des savoirs, des savoir-faire et des compétences qui seraient susceptibles de croisement avec ceux développés dans d'autres domaines ou dans d'autres disciplines. Alors, les exemples choisis ici sont aussi des exemples non exhaustifs, sont basés sur une même année. Là aussi, on vous en a parlé dans le webinaire du mois de janvier. Fatalement que toutes les disciplines permettent de travailler la maîtrise du français. Si c'est vrai pour les autres disciplines, c'est vrai aussi pour maths. Vous savez que certains élèves ont parfois de grosses difficultés à décortiquer des énoncés. Là, si déjà au départ les élèves ne maîtrisent pas le français, fatalement le fait de les décortiquer, ça va leur poser encore plus de problèmes. Donc on peut dire que les disciplines travaillent la maîtrise du français et que la maîtrise bénéficie aussi de toutes les disciplines. Alors, ces croisements entre disciplines, on devait les présenter sous forme de tableau annuel à double entrée. Et donc, je vous en prends un exemple. L'exemple ici, c'est un exemple de P5, un exemple lié avec les sciences. Donc, on voit ici qu'on a établi un lien entre énoncer le volume d'un solide avec définir le volume d'un solide.
effectuer des mesurages de masse et de volume, ben, on retrouve au niveau des sciences mesurer une masse, préciser l'unité, réaliser des mesures de masse et de volume des liquides. Donc les liens entre les disciplines sont bien présents. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ici, on s'est contenté de liens sur la même année. Parfois, on se rend compte aussi qu'un outil est développé en maths une année et réutilisé en sciences l'année suivante. Ça pourrait être aussi l'inverse. L'outil pourrait être découvert en sciences et formalisé au niveau des maths l'année suivante. Donc ici, en fait, nos tableaux ne portent que sur une seule année. La dernière ici que je vous montre au niveau des maths et des sciences, ben, c'est associer pour l'eau des unités conventionnelles de volume, de capacité, de masse, et de l'autre côté, montrer qu'un décimètre cube d'eau correspond à 1 litre d'eau. On est bien en lien entre les deux disciplines. Alors, ces liens, j'ai choisi maths et sciences, mais j'aurais pu choisir maths et ECA, donc éducation artistique. J'aurais pu choisir formation historique, géographique, etc. Donc, des liens existent fatalement entre les différentes disciplines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette présentation. J'espère que cela vous a éclairé sur ce référentiel, sur sa conception. Je vous renvoie vers ce référentiel pour plus de détails, plus d'exemples, et je vous remercie pour votre attention. Et donc, je cède la parole à la personne qui va coordonner la répartition des questions entre les trois intervenants, qui est Eric Williquet. À toi, Eric. Bonjour à toutes et tous. Après cette présentation du référentiel mathématique, M. Romainville, Mme Genot et Mme Demonty vont répondre aux questions collectées avant ce webinaire et celles de ce jour. Mme Genot, en tant que garante du groupe de travail et des décisions prises collégialement, et Mme Demonty, en tant qu'experte en didactique, ayant conseillé le groupe dans la dernière partie du processus. Remercions toutes les personnes qui ont suivi la présentation et qui ont envoyé leurs réflexions et leurs questions. Les questions, parfois fusionnées, ont été classées en 5 groupes. Les questions en rapport avec le tronc commun, au nombre de 2. Les questions de clarification en relation directe avec l'exposé, au nombre de 2. Les questions d'ordre général du référentiel, au nombre de 10. Les questions relatives au référentiel du primaire, au nombre de 5. Les questions concernant le référentiel du secondaire, au nombre de 6. Je cède la parole à Mesdames Genot et Demonty pour répondre à la première salve de questions d'ordre général au référentiel du tronc commun. Mais M. Romainville va répondre d'abord aux 2 premières questions en rapport avec le tronc commun. Oui, merci beaucoup. Donc en tout cas, moi personnellement, j'en vois une. Donc, si vous pouvez éventuellement m'aiguiller vers la deuxième. Mais disons que je vais toujours prendre la première en attendant. Donc, il y a une très bonne question qui concerne la question du statut des compétences dans le cadre général des référentiels du tronc commun. Et comme une participante l'indique, c'est vrai qu'avant, c'est-à-dire dans le cadre des socles, on avait plutôt un schéma général qui faisait de la compétence l'objectif un peu fêtier et, comme l'indique la personne en question, il s'agissait en fait de concevoir que la compétence était d'une certaine manière l'articulation d'un ensemble de ressources, ces ressources pouvant être des savoirs et des savoir-faire. Et donc, depuis le début, d'ailleurs, le pacte a voulu quelque peu desserrer ce lien automatique, et c'est la raison pour laquelle il a mis, d'une certaine manière, sur le même pied les savoirs, les savoir-faire et les compétences,
avec l'idée que à certains moments, à certains endroits et dans certaines disciplines, il se peut que l'acquisition d'un savoir en tant que tel ait du sens pour se débrouiller dans la vie, pour comprendre le monde, indépendamment de sa mise en œuvre au sein d'une compétence. Et donc, en fait, c'est une liberté qu'on a accordée aux concepteurs des référentiels, qui d'ailleurs, la plupart du temps, le demandaient, qu'on n'ait pas automatiquement un lien formel et fort entre n'importe quelle ressource qui devait trouver sa place au sein de la mobilisation d'une compétence. Ça n'exclut pas, bien sûr, que, et c'est particulièrement vrai pour certaines disciplines, une bonne part des savoirs et des savoir-faire n'ont bien évidemment de sens que s'ils sont mobilisés au sein d'une compétence. Donc c'est ça l'équilibre qui est un peu délicat, c'est en quelque sorte une ouverture, ça veut dire que la charte d'ailleurs le précisait clairement, il n'est pas strictement obligatoire tout le temps, à tous les coups, partout, qu'un savoir ou qu'un savoir-faire soit conçu comme étant uniquement une ressource pour le développement de compétences. Voilà pour la question sur la notion de compétence. Et alors, je ne vois pas bien quelle était l'autre question sur le tronc commun. Monsieur Williquet. Si jamais on pourra te solliciter après, si tu la récupères, ça va? Ça Faisons va. comme ça, alors. Bien. Merci Marc. À tout de suite alors, oui. Alors maintenant, nous allons passer aux questions qui sont directement avec la présentation du PowerPoint de Madame Genot. Oui, voilà. Donc, deux petites questions par rapport à l'exposé. Donc, la première porte sur les champs 1 et 2 du bloc objet de l'espace. Donc, c'est vrai qu'on a j'ai évoqué le passage 3D, 2D, instrument. Là, ça veut dire qu'en fait, on passe de l'espace, donc de tout un travail qui se fait dans l'espace vers un travail qui va se faire dans le plan, et qu'avec ce passage de l'espace dans le plan, ça va évidemment amener l'utilisation d'instruments de mesure de plus en plus précis. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Autre question, on me dit, qu'est-ce que vous entendez par nouveauté? Est-ce que ce sont des nouveaux apprentissages par rapport au socle? Non, ce sont bien les nouveautés de l'année, c'est-à-dire ce que le groupe a repéré comme étant le principal nouveau concept qui apparaîtrait à ce moment-là et qui, de toute façon, vu la continuité et la progression, sera poursuivi par la suite, développé et ainsi de suite. Mais c'est le moment de l'apparition que nous avons mis ici et que nous avons appelé nouveauté. Ce n'est pas des nouveautés par rapport au socle de compétences. Maintenant, nous allons passer aux réponses relatives aux questions générales du référentiel. Voilà, donc une première question portait sur la probabilité et la pensée probabiliste. Donc là, nous avons eu en fait plusieurs questions et nous avons tout regroupé. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'une place importante a été attribuée aux champs visant, d'une part, la lecture et l'interprétation de données, d'autre part, le développement de l'esprit critique. Ça, c'était le champ 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Durant les 9 années du tronc commun, il est attendu que l'élève soit capable progressivement de recueillir, organiser, présenter et résumer des données. Les bases de la statistique constituent donc bien un essentiel pour former un citoyen responsable. La statistique a donc été privilégiée. Certaines notions de 4e année secondaire actuellement ont même été avancées dans le référentiel au niveau de la 3e année secondaire. Concernant les probabilités, actuellement dans les socles de compétences, les probabilités se résument à une seule et unique compétence. Dans une situation simple et concrète, tirage de cartes jet de dés, estimer la fréquence d'un événement sous forme d'un rapport. Celle-ci doit être initiée au cours de la 2e étape des socles, donc de la 3e à la 6e primaire, et certifiée à la 3e étape, les 2 dernières années de l'enseignement secondaire. Par la suite, les probabilités réapparaissent au programme de 6e secondaire et sont donc absentes durant 3 années complètes. Le nouveau référentiel qui favorise, lui, une approche spiralaire, je pense en avoir suffisamment parlé, des apprentissages, veut éviter des mathématiques qui tournent à vide. Les concepts qui sont initiés dès les premières années du tronc commun pourraient être développés jusqu'à la fin de celui-ci.
L'approche intuitive des probabilités aurait pu être initiée dès le fondamental, mais cela, alors, avec le principe que je viens de vous énoncer, aurait impliqué de développer une approche formelle au début du secondaire. Le groupe a estimé que cette approche formelle, en lien avec la définition fréquentielle et axiomatique, n'était pas appropriée à l'âge des élèves du tronc commun, car trop complexe. À ce stade, développer seulement la notion de fréquence était plus judicieux et raisonnable. Comme la formation mathématique ne s'arrête pas à 15 ans, le groupe a imaginé que les probabilités pourraient être initiées dès la 4e secondaire dans les futurs référentiels. Je vous passe maintenant Isabelle de Monti qui va compléter mon intervention. Voilà, juste pour dire que même si effectivement on ne travaille pas les probabilités dans le cadre du tronc commun, il y a quand même une série de balises qui appartiennent à plusieurs champs disciplinaires qui vont quand même permettre d'installer des bases qui seront réinvesties en probabilité. Et je pense principalement évidemment au domaine 4 de l'organisation des données à la statistique. Bien, vous avez pu voir ou vous pourrez découvrir que la fréquence est vraiment au cœur des apprentissages du secondaire et évidemment, cette notion sera largement réutilisée en probabilité puisque ce sera utile pour estimer l'incertain. Mais on peut aussi voir des liens dans le domaine 2 des grandeurs à la relation entre les variables. Vous pourrez constater que le pourcentage se travaille dès l'école primaire et en 2e secondaire, on va développer justement le pourcentage en tant que proportion. Ça, c'est également une notion qui sera réinvestie dans le domaine des probabilités. On travaille également le modèle linéaire de façon assez approfondie en 3e secondaire. Et dans ce contexte-là, les élèves vont être sensibilisés au fait que les problèmes d'agrandissement, par exemple, ne se modélisent pas tous par le modèle linéaire. Et ça, les recherches centrées sur la proportionnalité, sur les probabilités montrent que c'est une idée fausse que beaucoup d'élèves ont. Et donc, tout ce travail autour du modèle linéaire et des limites aussi du modèle linéaire par rapport au phénomène d'accroissement va pouvoir être utilisé aussi quand on abordera les probabilités de manière plus formelle. Alors, on va passer à un 2e thème, la résolution de problèmes liés aux matières. Voilà, donc pour démarrer cette réponse à la question, je suis repartie en fait au début du référentiel dans les visées mathématiques. Et là, dans cette introduction, on vous dit que la discipline, donc les mathématiques, développe l'étude à maîtriser et appliquer progressivement un raisonnement et des outils mathématiques reposant sur des connaissances adéquates pour résoudre des problèmes. Elle permet de construire, d'utiliser, de relier entre eux des concepts et des procédures qui donnent accès à la compréhension de phénomènes et à la modélisation de situations. Donc, on peut dire que tout au long du tronc commun, les élèves utilisent leurs acquis pour résoudre des problèmes mathématiques ou contextualiser. On pourra même utiliser le numérique pour pouvoir après avoir une aide précieuse à ce niveau-là. Donc, si la question qui était quelle est la place des problèmes pas spécifiquement attachés à une matière, on montre ici que, en fait, en faisant des problèmes tout au long du référentiel, on ne s'attache pas réellement à une matière. Isabelle va poursuivre la réflexion. Ok, moi je vais plutôt alors m'intéresser aux problèmes qui vont être directement liés justement au champ disciplinaire. Et vous pourrez découvrir que ces problèmes-là, on va pouvoir les retrouver tantôt dans les savoir-faire, tantôt dans les compétences. Dans les savoir-faire, on va plutôt trouver des problèmes routiniers qui sont plutôt des applications directes des notions vues en classe. Et je pense par exemple à un savoir-faire en 4e primaire qui serait déterminer un instant de départ ou d'arrivée à partir d'une durée donnée. Ça, c'est vraiment un problème routinier d'application pour les élèves. Mais on va évidemment retrouver, même en lien avec les disciplines, des problèmes plus de l'ordre des compétences. Et dans ce cas-là, on va développer davantage justement la modélisation des situations, puisque trouver la technique mathématique qui doit être utilisée ne sera pas aussi limpide que dans les problèmes routiniers. Et là, on retrouve ce genre de problème dès la 1re primaire.
Par exemple, vous pourrez trouver une compétence comme résoudre des problèmes d'achat dans des situations contextualisées, et les élèves vont être confrontés à des expressions comme A plus A gratuit. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un aspect lié à la compréhension, à l'analyse de l'énoncé avant de mobiliser la technique. On passe maintenant à la démonstration et à l'argumentation. Et là, je regarde Madame Genot. Oui, ok. Donc, je continue. Cette question, elle est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, il y a vraiment une réflexion autour de l'argumentation et de la démonstration et surtout une réflexion envisagée dans une logique de progression. Et donc, vous pourrez découvrir, vous avez pu découvrir que l'argumentation, elle apparaît dès l'école primaire, même si ce n'est pas dans une logique hypothético-déductive. Par exemple, dans le bloc « Concevoir des grandeurs », dès la première primaire, vous allez trouver un savoir-faire qui consiste à choisir une action concrète pertinente pour comparer des longueurs, verbaliser son action et expliquer son choix. Donc là, on rentre dès le début de l'apprentissage dans l'argumentation et l'explicitation de ses choix. On retrouve aussi en troisième primaire, par exemple, dans le bloc opérer sur des nombres et des expressions algébriques, le fait que l'élève va devoir résoudre un problème qui fait intervenir des opérations en verbalisant sa démarche, donc un peu comme on l'a fait dès le début de la première primaire, mais aussi en vérifiant la plausibilité de sa réponse. Donc ça aussi, ça rentre dans l'apprentissage de l'argumentation. Par la suite, à l'école secondaire, eh bien, on va voir que cette argumentation va évoluer, notamment en géométrie, vers une logique hypothético-déductive dans les attendus liés aux justifications. Et donc, on va pouvoir observer une évolution dans les attendus, à la fois au niveau du fond que de la forme. Je m'explique, au niveau du fond, vous pourrez découvrir que l'éventail des propriétés que les élèves vont devoir utiliser pour justifier va s'étendre entre la première et la troisième secondaire. Et au niveau de la forme, vous allez également pouvoir constater qu'on attend des élèves en début secondaire qui passent d'une argumentation en mots jusqu'à une argumentation en troisième secondaire qui va combiner le langage courant et le langage mathématique. Donc, l'écriture mathématique va également prendre de plus en plus d'importance dans l'argumentation. Donc voilà, alors concernant la place de la démonstration, dès le départ, le groupe a décidé que les démonstrations formelles n'apparaîtraient pas avant la 4e année. Elles devraient être plus faciles, évidemment, pour les élèves qui maîtriseraient déjà cette argumentation, ces justifications, ces explicitations qui auront été travaillées tout au long des 9 années du tronc commun. Donc, c'était une décision dès le départ. Voilà, je vais passer à la question suivante. La question porte sur les solides et on demande pourquoi les solides ne sont présents qu'en S2 et pas en S1. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'un oubli? Alors, le groupe a eu le souci d'équilibrer les programmes par année d'études et effectivement, ce savoir-faire ne sera pas sollicité en première secondaire. Toutefois, étant donné que la compétence a été travaillée tout au long de la scolarité primaire, donc de PA à P6, et qu'il s'agit également d'une compétence utile dans la vie courante, on peut raisonnablement penser que tout ne sera pas oublié, même si ce n'est pas travaillé en S1. Probablement aussi que d'autres disciplines vont faire apparaître des solides au niveau de leur travail. Ça, je veux dire, ce sont les programmes qui décideront. Une autre raison est que le groupe a décidé que les figures et les aires seraient travaillés en première secondaire, tandis que les solides et les volumes le seraient en deuxième, de nouveau dans un souci de progression. En S3, le théorème de Pythagore, lui, est appliqué dans les cubes et les parallélépipèdes rectangles. Et on peut imaginer que dans les nouveaux référentiels de 4e, il est fort possible que dans certaines options, les solides fassent partie des contenus de ces nouveaux référentiels qui apparaîtront plus tard.
Donc, c'est vrai qu'en première primaire, ben, on l'a supprimé, mais comme on est au contact des solides tout le temps, on n'a pas le sentiment que ça pourrait être oublié. Voilà. Alors, on nous a posé une question de savoir aussi si les attendus qui sont dans le référentiel sont des attendus minimaux par année ou si on pourra aller plus loin. Alors là, ben, moi, je vais d'abord vous donner la position du pacte et puis Isabelle continuera. Donc, la position du pacte est qu'il s'agit d'attendus essentiels à faire maîtriser par le plus grand nombre d'élèves dans le cadre du tronc commun. Une fois cette maîtrise assurée chez tous, rien n'interdit de viser des attendus plus poussés, mais uniquement dans le cadre d'activités de dépassement, et sans donc que l'évaluation de la maîtrise de ces attendus ne puisse intervenir dans l'évaluation sommative. Je voulais juste rajouter l'idée que certains attendus peuvent vraiment permettre de faire des activités de dépassement. Et donc, même si on est dans les essentiels pour la formation mathématique des jeunes jusqu'à 15 ans, ces attendus ne doivent pas nécessairement être vus de manière minimaliste. On a réduit un certain nombre de thématiques et on reviendra par la suite sur cette question, mais dans le but de développer un apprentissage plus en profondeur. Et donc, il est tout à fait possible de faire du dépassement tout en restant dans les prescrits de ce référentiel. Et je prends un petit exemple en deuxième secondaire. On demande de rédiger les étapes de construction d'une figure complexe, c'est-à-dire une figure composée de figures simples. Bien, il est évident qu'avec un tel attendu, on peut tout à fait envisager des niveaux de difficulté variés et donc des activités de dépassement pour les élèves qui auraient déjà bien assimilé l'essentiel. Alors, une autre question portait sur quelques petites coquilles qui subsistaient et par exemple, on parle de périmètre de cercle au lieu de disque, on parle de sphère au lieu de boule et on parle de face arrête sommet de solide au lieu de polyèdre. Ben, en fait, ce ne sont pas vraiment des coquilles, ce sont des choix qui ont été posés par le groupe pour faciliter finalement le vocabulaire qui sera mis à disposition de tous les élèves. Donc, par exemple, là, si je prends l'exemple de la boule, ben, le mot boule actuellement n'est déjà pas employé au niveau du secondaire et au niveau du primaire, ben, sphère, boule, pour les élèves, c'est très compliqué. Donc, comme le maternel avait décidé de choisir le mot sphère, le secondaire était du même avis et donc, par exemple, pour celui-là, ben, c'est une décision du groupe de ne pas employer à aucun moment le mot boule. Voilà. Alors, autre question. Donc, vous parlez de transition M3PA et P6S1, mais qu'en est-il de la transition entre le tronc commun et les années suivantes? Ben, là, évidemment, on est dans l'imagination. C'est sûr que les référentiels de S4 à S6 devront être revus en cohérence, qu'un tuilage, évidemment, devra être effectué avec le tronc commun. Ce que le groupe, moi je peux vous dire ce que le groupe a imaginé, mais maintenant ce n'est pas nous qui prendrons les décisions par la suite. On espère juste que des membres du groupe qui ont travaillé au référentiel tronc commun ben, seront invités à rejoindre ou au moins à participer en partie à la confection de ces nouveaux référentiels. Donc, ben, nous, on a imaginé que puisqu'on a, bon, on va en reparler tout à l'heure, on a quand même réduit la matière de troisième secondaire si on compare par rapport à l'enseignement général, ben, qu'à partir de la quatrième, on pourrait déjà faire des maths, entre guillemets, à 2 ou 3 vitesses et on pourrait, par exemple, ça c'est notre imagination, avoir 5 heures de maths qui serait la norme, 2 ou 3 heures de maths pour les élèves qui ne se dirigeraient pas vers une filière dans laquelle les maths seraient nécessaires par la suite, et 7 à 8 heures de maths pour des élèves qui auraient besoin d'une formation mathématique plus poussée que celle qui sortirait du tronc commun. Donc voilà. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais rajouter ou c'est bon? Ok. Alors, y a-t-il des notions mathématiques présentes dans les SOC qui ne seraient plus? Ben, on a parlé tout à l'heure de la probabilité qui était vraiment quelque chose de très court, donc je ne vais pas y revenir. En dehors de ça, ben, pas réellement. Tout petit peu au niveau des distances et au niveau de la deuxième année, mais en gros, on retrouve quand même l'essence des socles de compétences.
au niveau de la troisième année, là, je pense que je vais tout à l'heure, quand on va reparler, évidemment, je serai dans la partie du secondaire, je vais essayer de développer un peu plus cette question-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du tronc commun. Je repasse la parole à Eric. Et voilà, maintenant nous allons passer aux réponses aux questions relatives au référentiel du primaire par Madame de Monti. Voilà, je vais peut-être juste pour les deux premières questions laisser la parole à Madame Genot, car ce sont des questions qui ne concernent pas vraiment le référentiel du primaire. Donc, Voilà, donc en fait, nous avons reçu une question qui concernait le vocabulaire attendu à l'école maternelle. Alors, simplement vous dire que nous ne pouvons répondre à cette question car nous n'avons pas participé à la rédaction du référentiel des compétences initiales. Pour information, il y a déjà eu une présentation de ce référentiel. C'est vrai qu'un tuilage a eu lieu entre les deux groupes. En primaire, nous avons opté pour les attendus qui n'étaient pas, qui étaient un peu plus larges. C'est utiliser le vocabulaire dans certaines situations, ce qui induit bien que nous sommes en situation et que l'on n'enseigne pas le mot pour le mot. Voilà. En dehors de ça, je ne peux pas, moi, prendre position par rapport à ce qui a été fait au niveau du matériel. voilà. On venait également de recevoir une toute petite réflexion d'une personne qui explique que la notion d'espace n'apparaît pas réellement dans le référentiel des compétences initiales, mais effectivement, chez nous, au niveau du primaire et du début secondaire, on a vraiment mis en évidence cet aspect-là. Alors, je vais maintenant passer à d'autres questions pour le primaire et qui vont être structurées en fonction des champs. Donc, on a d'abord eu des questions sur le champ 2, donc des grandeurs à la relation entre les variables. Et d'abord une réflexion autour des notions de périmètre et aire. Et une personne a exprimé l'inquiétude quant au fait qu'on allait travailler les concepts de périmètre et d'aire avant d'aborder les formules. Et elle avait l'impression que ce n'était pas suffisamment mis en évidence. Eh bien là, je pense que les tableaux synoptiques vont vraiment vous aider à y voir plus clair parce qu'il y a eu effectivement une réflexion sur l'apprentissage des concepts d'aire et de périmètre avant de rentrer dans tout le travail autour des formules. Et ce travail-là, il est réalisé plutôt en première et deuxième année primaire. Par exemple, en première primaire, on demande aux élèves de montrer le contour et la surface d'une figure. Bien, ça permet déjà d'installer les bases qui vont être utilisées pour distinguer le concept de périmètre et d'aire. En deuxième primaire, on continue cette réflexion-là et on amène alors de façon beaucoup plus explicite à faire un lien entre contour d'une part et périmètre et surface d'autre part et aire. Et il y a également toute une réflexion autour des étalons. Vous pourrez constater qu'en première primaire, on va travailler sur des étalons non conventionnels et en deuxième primaire, on va introduire les étalons plus conventionnels. Et bien là, les élèves vont également pouvoir explorer les périmètres et les aires des figures à l'aide de ces étalons non conventionnels puis conventionnels pour, par exemple, découvrir que le périmètre et l'aire vont être dépendants de l'unité de mesure utilisée. Donc, tout ça, pour nous, ce sont vraiment des concepts qui sont travaillés indépendamment des formules. Et puis, effectivement, les formules, elles vont être introduites. Et à nouveau, Madame Genot l'a dit tout à l'heure, la progression a vraiment été pensée par les personnes du groupe. Et donc, il y a d'abord un travail autour du carré et du rectangle, en troisième primaire, parce qu'on peut vraiment lier très facilement la formule, notamment d'aire, avec le dénombrement direct des carrés. Par la suite, on va aller vers des figures plus complexes. Par exemple, en cinquième primaire, on va aborder notamment le parallélogramme. Et donc, les élèves vont vraiment entrer dans le jeu de la manipulation des figures pour donner sens à ces formules d'aire. Le cercle, eh bien, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on l'a laissé pour le secondaire parce qu'effectivement, aucune manipulation de figure ne peut vraiment donner du sens à cette formule. Et donc, on a jugé plus opportun de le travailler à l'école secondaire.
Alors, un autre type de question. Je regarde quand même s'il n'y a pas eu des questions plus précises sur l'air. Ah oui, une autre question posée ce matin. Donc, ne voit-on plus du tout les formules de périmètre air et volume en primaire? Eh bien, si, bien entendu. Donc, je répète qu'au niveau du cercle et du disque, là, il y a un passage vers le secondaire. Par contre, les quadrilatères et les triangles relèvent bien du primaire. Et en ce qui concerne les volumes, le parallélépipède et le cube sont de la responsabilité du primaire. Et puis, étant donné qu'on a envisagé le cercle et le disque en secondaire, eh bien le cylindre notamment va être plutôt travaillé en secondaire, de même que le prisme. Alors, autre thème qui concerne le primaire, ce sont les durées. Et une personne s'est étonnée du fait qu'on abordait assez rapidement l'égalité 1 minute égale 60 secondes. Et il ou elle a tout à fait raison, puisque cette relation 1 minute égale 60 secondes est apprise dès la 2e primaire. Et là, ben, je pense qu'il y a 3 raisons principales qui peuvent justifier ce choix. C'est d'abord le fait que ces durées courtes en minutes, en secondes, bien, elles sont très facilement appréhendables en classe avec des élèves de 2e primaire. Pardon. Par exemple, on pourrait voir des activités qui amènent les élèves à se tenir sur un pied pendant 1 minute ou bien retenir sa respiration pendant 1 minute. Donc tout ça, ce sont des choses très faciles à faire avec les enfants. On va également pouvoir utiliser des instruments de mesure variés pour appréhender ces courtes durées, par exemple le chronomètre, le sablier, le minuteur. Donc, tous ces instruments vont permettre aussi de bien comprendre cette liaison minute-seconde. Et puis, évidemment, on pourra envisager des liens avec d'autres disciplines. Je pense par exemple à l'éducation physique, aux sciences, au 2e primaire. Il y a moyen également de retravailler cette égalité minute-seconde. Là, juste pour une toute petite précision, la lecture de l'heure bien n'envisage pas ce passage au second en 2e primaire, hein, puisque lorsque l'horloge est digitale, les élèves vont apprendre à lire l'heure en heures et minutes, et lorsque le support est analogique, on se limitera aux heures en 2e primaire. Alors, je vais maintenant passer au champ 3 de l'arithmétique à l'algèbre. Et là, on a une question que je trouvais fort intéressante sur les risques possibles du lien entre calculatrice et calcul mental. Donc, la personne se demandait s'il n'était pas trop tôt d'introduire la calculatrice en 3e primaire, et il ou elle s'inquiétait du fait que ça pourrait entraver l'apprentissage du calcul mental. Et effectivement, ce débat-là, on l'a eu dans le groupe. Et il a été décidé d'envisager 2 savoir-faire par rapport à l'usage de la calculatrice. On a d'abord utilisé la calculatrice pour réaliser un calcul, et là, on pourrait vraiment penser que la calculatrice eh bien, va éviter d'utiliser le calcul mental, et puis vérifier le résultat d'une opération. Et si vous regardez la progression dans ces 2 savoir-faire, vous allez voir qu'en 3e primaire, on travaille uniquement sur l'utilisation de la calculatrice pour vérifier le résultat d'une opération. Et donc, la calculatrice va arriver en bout de course une fois le calcul effectué mentalement, donc pour justement prendre en compte ce danger-là. Et puis, pour les plus grands, on va amener progressivement une réflexion sur l'analyse des calculs et sur la pertinence d'utiliser ou non la calculatrice en fonction de l'opération à effectuer. Nous terminerons par les réponses aux questions concernant le référentiel du secondaire. Et je cède la parole à Madame Genot, la dernière fois. Voilà. Donc, une des premières questions, on s'y attendait de toute façon, c'était pourquoi avoir autant diminué les attendus de S3 par rapport aux UA actuels. Alors là, je vais quand même vous renvoyer à l'intro commune au référentiel,
qui précise qu'il fallait se centrer sur les essentiels, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas permis d'ignorer à 15 ans, qu'il fallait éviter la compilation de tout ce qu'il est possible de savoir, d'éviter une surabondance des contenus qui aurait nui à une approche plus en profondeur des acquisitions, veiller à ce que les contenus des référentiels puissent être travaillés de manière complète et effective dans toutes les classes. Le texte se poursuit en disant que pour la 3e année secondaire, en particulier, les contenus du tronc commun, polytechnique et pluridisciplinaire ne devraient pas être calibrés sur les seuls contenus actuellement dispensés dans l'enseignement général. L'ambition et l'exigence se sont traduites par la définition d'un bagage d'apprentissage incontournable permettant d'être maîtrisé par tous. Ces apprentissages seront pour la plupart prolongés et approfondis au-delà du tronc commun. Donc là, je n'ai fait que quasiment lire ce qui est écrit au niveau de l'intro commune au référentiel. Alors, je vais appliquer évidemment cela. Donc, les attendus de S3 par rapport aux UAA, d'accord, on a supprimé une série de choses, mais par rapport aux attendus des UAA de 3G, si vous prenez évidemment les UAA de 3P, vous verrez que là, on n'a pas supprimé, mais qu'on a bien rajouté. Le tronc commun, c'est ce que les élèves de 15 ans ne peuvent ignorer. Le groupe a fait des choix. Il a décidé de supprimer les contenus qui n'avaient aucune utilité dans l'aspect spiralaire. Il ne voulait plus de ceux qui n'étaient pas au service d'une continuité. Cette continuité pourrait apparaître par la suite en 4, 5, 6. Le but était aussi de se centrer sur les essentiels et finalement d'enseigner moins, mais mieux. Donc voilà, le groupe a dû faire des choix, les choix ont été posés. C'est vrai que ce n'était pas facile parce que si on compare les référentiels avec les UA actuels et que l'on regarde professionnel et l'enseignement général, l'écart est très important. Donc la décision a été prise. Nous espérons qu'avec ce référentiel-ci, les élèves maîtrisent effectivement toutes les matières au sortir de la 3e année, ce qui leur permettra d'avoir plus facile pour entrer dans la 4e année. Alors, on a eu plusieurs questions sur la démonstration. J'en ai déjà parlé tout à l'heure et Madame de Montier en a parlé aussi. Donc, pour rappel, la justification est bien présente tout au long des 3 années du secondaire. La démonstration formelle est renvoyée en 4e année. Alors, on nous a demandé, oui, mais on voit que vous avez mis Pythagore. Est-ce qu'on peut travailler Pythagore avec les puzzles? Donc, concernant Pythagore, la démonstration du théorème n'est donc pas un attendu. L'important, c'est que l'élève comprenne le lien unissant l'hypoténuse et les côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle, et puis qu'à partir du moment où il comprenne le lien, il puisse l'appliquer dans des situations mathématiques ou des situations contextualisées. Il est par ailleurs tout à fait possible de faire manipuler des carrés pour installer une image mentale permettant aux élèves de bien visualiser le théorème de Pythagore, ce qui sera très utile dans les applications par exemple. Mais dans ce cas, l'enjeu n'est pas la démonstration qui est derrière, mais bien la compréhension du concept. Maintenant, par sa liberté pédagogique, on peut imaginer qu'un professeur démontre quand même le théorème de Pythagore, mais alors il ne pourra pas évaluer cette démonstration. Une question relative à la trigonométrie du triangle rectangle. Le groupe, en fonction des choix qu'il a opérés, a décidé de renvoyer cette matière en 4e année, puisque actuellement elle était vue dans certaines UA de 3e au niveau du triangle rectangle, mais lorsque l'on passait au cercle trigonométrique, on passait d'office en 4e année au minimum. Donc, vu ce que je vous ai expliqué précédemment, vu qu'on allait devoir faire une première partie fin 3e, dans la 3e, et puis devoir faire le reste après, on a préféré renvoyer le tout au-delà du tronc commun. Une autre question portait sur la médiatrice. Pourquoi est-ce qu'en première, on voit la médiatrice d'une façon et en 2e d'une autre façon? Et alors, pourquoi ne pas distinguer définition et propriété? Là, c'est aussi une décision du groupe. Donc, en première, les élèves construisent la médiatrice aux instruments. Ce sera le cas d'ailleurs pour la bisectrice, les droites remarquables, etc. Donc, c'est bien une année de construction par excellence.
en prolongement des tracés de l'école primaire. En deuxième année, les lieux géométriques sont abordés et donc la médiatrice obtient un autre statut et elles sont donc retravaillées, et la bisectrice c'est le cas aussi, sont retravaillées d'une autre manière. On est toujours dans la progression et la continuité. Concernant définition et propriété, les mathématiciens ne donnent pas tous la même définition de la médiatrice. Certains définissent la médiatrice comme étant un lieu géométrique, d'autres définissent la médiatrice comme étant la perpendiculaire au milieu du segment. Donc, il est difficile de distinguer propriété et définition puisque tous ne sont pas d'accord. Voilà. Ça, c'était donc par rapport au champ numéro 1 qui était le champ, je vais l'appeler, de la géométrie. Alors, on n'a pas eu de questions sur le champ des grandeurs. Ah si, est arrivé par la suite. Donc, la maîtrise de la règle d'A3 n'est pas toujours bien acquise, notamment dans le contexte des cours de pratique professionnelle. Nous sommes ici, d'après moi, dans l'articulation des champs A et D, comment améliorer la performance de nos élèves à ce niveau. Je vais passer la parole à Isabelle Demonty. Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la proportionnalité, c'est un concept assez complexe, particulièrement chez les adultes d'ailleurs. Elle est travaillée largement à l'école primaire chez nous, dans une optique plus de résolution de problèmes. Donc, on ne va pas nécessairement orienter directement vers la maîtrise de la règle de 3 parce que, eh bien, on s'est rendu compte de l'intérêt de développer une variété de stratégies justement pour approcher les situations proportionnelles. Parce qu'effectivement, selon les nombres qu'on a en face de soi, parfois il est plus intéressant d'utiliser une règle de 3, mais dans d'autres situations, des stratégies peuvent être beaucoup plus efficaces et rapides. Et donc, il y a tout ce bagage-là qui va être fortement développé dans les années du primaire. Et effectivement, en début secondaire, on continue à travailler la proportionnalité. On évolue vers le modèle linéaire en troisième secondaire et il sera sans doute important de revoir à nouveau ces concepts-là pour les jeunes qui s'orientent vers des filières professionnelles où cette notion-là sera effectivement centrale. Voilà, je vois que j'ai passé une petite question qui était arrivée par après au niveau de la géométrie. Donc, je vais la traiter maintenant quand même. Donc, on nous demande pourquoi le cercle inscrit est circonscrit à un triangle est construit en S1 avant de découvrir les notions de lieu qui permettront de les justifier. En fait, à partir du moment où on trace la médiatrice d'un segment, on peut tracer les médiatrices des côtés du triangle. On est bien au niveau d'une première année, puisque c'est bien l'année où on est en train de construire tous ces éléments géométriques. Et on pourra revoir au niveau de la deuxième, à partir du moment où on fera apparaître les lieux. À ce moment-là, la notion pourra être justifiée et servir, je veux dire, comme exemplification à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un peu le même principe que tout à l'heure avec on construit en première et on fait apparaître les justifications au niveau des lieux en deuxième. Alors, il reste une petite question, sauf si j'en ai encore oublié. Cette question a à voir avec le champ 3 de l'arithmétique à l'algèbre. La question était que doit-on voir à propos des irrationnels? Est-ce qu'on ne confond pas irrationnels et radicaux? Donc, en relisant évidemment toute cette partie-là pour préparer la journée d'aujourd'hui, le référentiel fait bien la distinction entre irrationnels et radicaux, puisqu'il classe les irrationnels dans le bloc 1, appréhender le nombre, et la racine carrée dans le bloc 2, opérer les nombres. Et comme on vous l'a rappelé au départ, les programmes seront du ressort des réseaux. Donc, on n'a pas de prise, nous, sur ce qui sera fait après. La seule chose que l'on peut dire, c'est que ces programmes devront respecter, évidemment, ce référentiel pour pouvoir être déclarés conformes. Il reste manifestement une petite question, donc je repasse la parole à Isabelle Demonty. Merci, Madame Genot. Juste deux toutes petites questions qui sont venues pendant que nous discutions. C'est pour ça que je reprends rapidement la parole. Donc, il y a une personne qui s'inquiète quand même de l'élagage dont on a parlé tout à l'heure en troisième secondaire et qui pense qu'il fera vraiment réfléchir au programme
en mathématiques des élèves se destinant à une filière de transition. Et effectivement, c'est bien ça qui est envisagé pour, par exemple, vous parlez des fractions algébriques, des puissances à exposants entiers, etc. Oui, effectivement, il y aura un tuilage avec ce qui se passera évidemment dans la suite de la scolarité mathématique et il faudra y veiller. Alors, une autre question qui concerne plutôt la méthode de Singapour en mathématiques au primaire, et est-ce qu'on peut parler de la promotion de cette méthode-là? Ben, je pense que oui, dans des cours de didactique à destination des futurs instituteurs, ça peut être vraiment très, très intéressant d'en discuter. Maintenant, faut-il le promouvoir ou faut-il au contraire la comparer avec les référentiels en Belgique et mener avec les étudiants une réflexion là-dessus? Bien, je serais plutôt en faveur évidemment de la deuxième proposition, mais je pense qu'en analysant les référentiels, vous pourrez sans doute voir des recouvrements avec ces méthodes-là, mais aussi peut-être à d'autres moments davantage de prise de distance. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions. Il me semble qu'on a répondu sinon à toutes les questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je laisse le mot de la fin à Madame Genot. Voilà, merci à tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur ce référentiel que nous avons mis très longtemps à rédiger, mais qui est notre bébé, en tout cas les bébés aux membres du groupe, et dont nous sommes finalement fiers. J'espère que vous y retrouverez et que cela vous aidera dans l'enseignement de vos élèves. Voilà. Merci à vous trois, à vous quatre, y compris Marc Romainville, pour les réponses assez détaillées et concrètes, claires, précises que vous avez fournies. Effectivement, en espérant que ça réponde à tous les questionnements. En tout cas, pour ma part, et comme je l'ai dit dans les deux précédents webinaires, ça révèle toute la richesse de réflexion, de complexité, d'ambition du référentiel et donc, enfin, je trouve que c'est toujours assez séduisant d'entendre la façon dont ça a été élaboré, les choix qui ont été mis, les réflexions, les débats. On sent les débats, les interactions, parfois les tensions qui ont dû se vivre dans ce genre de création, mais qui devait être très riche et qui aboutissent à ce travail dont je comprends très bien que vous soyez fiers. Merci en tout cas. Et donc, effectivement, par rapport à ces questions et aux questions futures que vous auriez, c'est intéressant pour nous de comprendre ce que vous avez comme justement besoin d'approfondissement éventuel, hein, parce que vous êtes peut-être satisfait, on l'espère, avec ce webinaire, parce qu'on entend par ailleurs dans d'autres webinaires ou dans des questions qu'effectivement certains participants souhaiteraient aller plus loin. Et donc nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation après la série du premier bloc de webinaire. Et donc nous serions vraiment très intéressés à ce que vous donniez l'information la plus concrète et détaillée possible si pour vous, il est nécessaire d'approfondir des éléments sur ce référentiel, avant de passer au programme qui est sur le comment. Donc, c'est important pour nous de comprendre si éventuellement, ensuite, on est apte à vous aider, enfin, à mettre en place quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va faire une pause d'une semaine pour avant le prochain, de 2 semaines, je veux dire, avant le prochain webinaire. Cette fois-ci, ce ne sera pas entre une semaine à l'autre. Il y a 15 jours entre celui-ci et le prochain webinaire, qui sera la formation manuelle technique et technologique. Ensuite, avant Pâques, éducation culturelle et artistique et les sciences. Après Pâques, éducation culturelle et artistique et les sciences. Et on finira avec les 3 derniers, éducation à la philosophie et à la citoyenneté, langue moderne, formation historique, géographique, économique et sociale. Et donc, je rappelle bien que ce ne soit pas vous, sans doute, qui viendrez systématiquement aux autres webinaires.
Pour les participants qui viendront, n'hésitez pas à leur dire qu'ils s'ils n'ont pas vu le premier webinaire d'introduction générale du 29 janvier, allez le le visionner sur notre site internet dont l'adresse se trouve sur la page là, rfie.rs-ac.be. Et pour vous inscrire à ces webinaires ou à de futurs webinaires, il est important, enfin c'est la manière la plus adéquate pour recevoir l'information, c'est de vous inscrire à notre newsletter, donc qui se trouve sur le site mentionné justement, voilà, sur cette page. Nous vous remercions. Encore merci aux 4 intervenants, à Cathy et Sabrina pour le travail de coordination des questions en cours de route. C'est un travail qui devrait être aussi filmé parce que c'est passionnant. Et on vous souhaite un bon temps de midi et à très bientôt. Merci.